Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde avec nos partenaires, vous le savez, Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le groupe Centre France, La Montagne et 20 minutes. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur les sites internet numériques de nos partenaires. Voilà, aujourd'hui nous allons consacrer une émission à ce nouveau gouvernement. Nous allons tenter de comprendre quels sont ses défis. Est-ce un gouvernement qui est fait aussi pour les législatives qui arrivent dans quelques jours, avec deux invités sur ce plateau ce matin, deux éditorialistes, deux analystes de la vie politique. Swazik Kemener, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Merci d'être ici ce matin. Et Christophe Barbier, bonjour, vous êtes éditorialiste politique. Vous avez, vous, les deux d'ailleurs, écrit des livres. L'un, c'est La dictature des vertueux, Swazik Kemener, qui est coécrit avec François Aubel du Figaro, aux éditions Buchet-Chastel, on le voit derrière vous. Et puis Christophe Barbier, vous, c'est À la recherche du héros perdu, tout un programme chez Fayard. On va en parler dans cette émission des héros perdus. Voilà, une émission consacrée donc à ce nouveau gouvernement. Avec vous deux éditorialistes politiques, on va tout de suite partir à Rennes, où François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, a une question à poser depuis Rennes. On l'écoute. Les Françaises et les Français vont apprendre à connaître leur nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, qu'ils connaissaient finalement assez peu parce que c'est une femme assez discrète. On dit d'elle qu'elle est bosseuse, qu'elle est compétente, qu'elle est aussi autoritaire. En tout cas, elle est aujourd'hui la chef de la majorité. Et on ne peut s'empêcher de penser à la suite. Est-ce que Elisabeth Borne n'est pas finalement une des personnalités qui pourrait demain jouer un rôle majeur dans la course à l'Élysée, puisque c'est aussi l'après-Macron qui s'écrit à partir d'aujourd'hui? Swazik Kemener, bonne question. Hein. Oui, alors on se pose toujours cette question. Dès que quelqu'un arrive à Matignon, on se dit l'étape suivante, c'est obligatoirement l'Élysée. Je pense que cette trajectoire est un peu brisée sous Emmanuel Macron. Alors, on met de côté Édouard Philippe, mais regardez par exemple Jean Castex. Personne n'imagine que Jean Castex se lance dans la course à la présidentielle 2027. Même pas lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a quitté Matignon? Il a dit « Je vais aller m'occuper de mes volets et je vais repeindre ma rambarde ». Voilà ce qu'il a confié en tout cas aux Parisiens. Donc, Elisabeth Borne, pour l'instant, on voit bien, elle a envie d'être efficace, elle a envie de pousser les réformes d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'Élysée et Matignon. Elle n'avait pas de poids politique avant d'arriver à Matignon. Ce n'est pas elle qui a choisi son directeur de cabinet, ce qui est quand même un signal. On se souvient que ça n'avait pas été le cas pour Édouard Philippe, mais le cas pour Jean Castex. Donc son périmètre d'action politique personnelle est quand même assez restreint. Après, on va voir. Regardez, Édouard Philippe s'est découvert à Matignon, mais il s'est découvert dans les 6 derniers mois à la faveur d'une pandémie. Là, c'est ce qu'on ne souhaite pas à Elisabeth Borne. Est-ce que c'est un gouvernement, Christophe Barbier, pour gagner des législatives? Est-ce qu'il a été conçu pour ça? C'est un gouvernement pour ne pas les perdre. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui doit ne rien faire, en tout cas de ne rien faire qui fâche les Français d'ici le 12 et le 19 juin. Donc on l'a nommé tardivement pour ça. C'est un gouvernement où il manque des portefeuilles, transport, logement, ville, tourisme. Donc on a créé une sorte de gouvernement à trous qui est prié de travailler dans le silence et de ne pas se faire remarquer d'ici le 12 et le 19 juin. Évidemment ça ne marche pas parce qu'il y a tout de suite des polémiques qui viennent. Les tuiles tombent sur la tête des nouveaux. Très vite quand même. Très vite, très vite. Mais ce gouvernement est là pour ne pas dire la chose qui va fâcher les Français, ne pas parler de la réforme qui va fâcher les Français et faire perdre 10, 20, 30 ou 50 sièges. Voilà, c'est Swazik Kemener et Christophe Barbier, éditorialiste politique, qui sont les invités de Face au territoire. Dans un instant sur ce plateau, Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué, vous êtes directeur de la rédaction de Paris de Ouest France, le premier journal francophone du monde. Dans un instant, nous allons co-interviewer nos invités avec vous sur ce plateau, mais tout de suite Bruno Le Maire, qui était notre invité le 17 février dernier sur ce même plateau, nous parlait de la stratégie du gouvernement, celle de miser sur la croissance et l'insertion. On écoute Bruno Le Maire. L'austérité et la rigueur, ça ne marche pas. Ça conduit à plus de dettes, plus de déficits, plus de chômage et moins de croissance. Nous, notre stratégie, c'est d'abord la croissance et l'investissement, les réformes de structure et les économies là où c'est nécessaire. Eh bien, on vend. Voilà, un quoi qu'il en coûte jusqu'où? L'austérité et la rigueur, ça ne marche pas. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que Bruxelles est d'accord avec ce type de proposition? Est-ce que ça va pouvoir tenir dans la durée, selon vous? Bruxelles et Berlin pourraient ne pas être d'accord très longtemps. Mais tout de même, depuis la pandémie, on voit que les schémas européens classiques ont changé de nature et qu'il y a une prise de conscience en Europe qu'une croissance, ça se stimule, que la stabilité de la monnaie, ça n'est pas tout et que dans un monde qui est rattrapé maintenant par la stagflation, c'est-à-dire à la fois une croissance molle, un risque de croissance molle et une inflation très très forte, il faut d'autres critères économiques. Alors,
Si la France engage des réformes de fond, elle pourra se permettre de continuer à faire tourner le financement public pour stimuler l'économie. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, il faut montrer qu'on va être vertueux. Courageux. Il faut être courageux et montrer que sur le structurel à long terme, on travaille, et dont l'importance évidemment de la réforme des retraites à lancer, pour pouvoir sur le conjoncturel continuer à faire le pompier de service. Donc la réforme des retraites est essentielle. Est-ce que ça fait partie des choses qui vont devoir être négociées d'emblée ? Ça commence quand ? Priorité du Alors, gouvernement ? il faut aller très vite, mais on voit qu'il y a quand même un retard à l'allumage. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de réforme toute faite. On voit bien, elle a expliqué que le 65 ans, Elisabeth Borne, elle a expliqué dimanche dernier que c'était pas un totem. On entend parler de 64 ans. C'est assez flou. On voit bien que rien ne sera dit avant les législatives sur ces questions-là, qu'il a fallu un marqueur à un moment dans la campagne présidentielle. Et le problème des marqueurs, c'est qu'il faut ensuite les transformer en réformes acceptables par le pays, et en même temps, évidemment, on est dans un environnement, donc il faut aussi envoyer des signaux à l'extérieur. Donc là, c'est une partie très difficile qui se joue au début du quinquennat. Est-ce que, quelque part, dans la majorité, il y a quelqu'un en embuscade sur cette affaire ? Je pense à Édouard Philippe, qui avait, vous le rappelez, pendant la campagne présidentielle, juste avant, cranté cette affaire, en disant non, la retraite, elle doit se faire comme ça. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus ou pas dans la majorité ? Oui, il y a un flou dans la ligne. Le président lui-même nous a dit 65 avant le premier tour pour plaire à l'électorat de droite, et puis après, on peut discuter pour ne pas déplaire à l'électorat de gauche. Donc il a lui-même installé ce flou. Il y a une ligne philippo-jupéiste, en effet, de la rigueur des comptes publics, et puis il y a une ligne plus à gauche qui considère qu'il faut mettre toute une série de critères à plat, et que peut-être la dépendance peut être financée un peu autrement. Donc bien entendu, de ce côté-là, il y a une bataille de lignes. Remarquons quand même qu'Édouard Philippe, avec sa volonté de passer en force sur l'âge pivot juste avant le confinement, il a provoqué une crise politique, le 49-3, une crise sociale dans la rue, tout ça pour aboutir à quoi ? À une réforme mort-née. Quand on parle de remettre les règles à plat, je vais utiliser une expression qui est à la mode en ce moment, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que la France va essayer de désobéir à l'Europe ? Alors, on voit bien, là, les critères se desserrent. Les critères de Maastricht sont suspendus jusqu'en 2023. On l'a appris cette semaine. Donc, désobéir à l'Europe, on voit bien que c'est pas ce que veut faire Emmanuel Macron, mais il a quand même voulu envoyer un signal quand il s'est exprimé devant le Parlement européen, en expliquant qu'il fallait changer l'Europe, mais de l'intérieur. C'est l'éternel débat. De l'extérieur, de l'intérieur, sur le côté, et puis finalement, ça n'avance pas tellement. Donc on ne désobéit pas, mais il faudra changer les règles au cours du quinquennat. Oui, on croirait presque entendre la NUP, puisque là aussi, il y a tout un débat sur désobéir à l'Europe ou bien changer les règles. Oui, mais changer les règles, en Europe, ça ne se fait pas par la volonté d'un pays qui voudrait l'imposer. Le plan B est une mythologie. Ça se fait par un tour d'Europe où vous essayez de convaincre tout le monde que c'est la bonne direction et celle-là. C'est ce que Macron a réussi sur les travailleurs détachés, à minima, dans son premier quinquennat, et puis surtout à la fin avec les Allemands, sur l'emprunt européen. On a réussi à faire emprunter au niveau européen pour financer un plan de relance. Ça, c'est une révolution. Donc pourquoi ne pas penser d'autres révolutions dans le fonctionnement de l'Europe ? Une question sur Bruno Le Maire. Comment est-ce que vous jaugez son positionnement au sein du gouvernement ? Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais il a été le premier annoncé dans l'ordre protocolaire. C'est important. Donc il a un grand ministère, mais c'est pas forcément celui qu'il attendait, parce que toute la partie transition écologique lui échappe. Oui, mais il a la souveraineté industrielle. C'est un nouveau mot, souveraineté. On l'a en alimentaire chez Fesneau, en souveraineté industrielle et numérique. Et numérique. Donc voilà, il y a la volonté de le remettre au cœur d'un ministère régalien, puisque la souveraineté c'est régalien, d'où cette place de numéro 2. C'est-à-dire, il est ministre d'État, même si on n'appelle plus cela ainsi. Vous savez, ça me rappelle quand Edith Cresson avait été nommée Premier ministre, il y avait Pierre Bérégovoy qui était à Bercy et qui rêvait d'être à Matignon, il ne l'avait pas été, donc on lui avait donné un super Bercy. On l'avait même appelé à ce moment-là Pierre Ier de Bercy, par le jeu de mots avec Pierre Ier de Serbie. Et pour moi, Bruno Le Maire, il est dans cette position-là. Et les Japonais ont réussi la quadrature du cercle avec le MITI. Voilà, le MITI qui est un ministère gigantesque. Ils se sont même reconstruits sur cette conception-là. Absolument. Il y a un autre aspect des choses qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a avec lui Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Gabriel Attal, c'est un ministre qui a été hyper performant en tant que porte-parole du gouvernement ces dernières années. Est-ce que ça, c'est une équipe de rêve qui peut marcher Alors, on sait qu'il y a des liens entre les cabinets. Ils fonctionnent très bien, de façon très fluide. Ça, c'est très important dans un organigramme gouvernemental. Surtout à Bercy, dit-on. Surtout à Bercy. On a Gabriel Attal, qui effectivement est la personnalité qui a explosé pendant le premier quinquennat, qui sait parler aux Français. C'est important. Donc, il saura dire ce qui se passe. Parce qu'il y a une inquiétude, évidemment, sur les comptes publics. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure d'austérité. À quelle sauce va-t-on être mangé ? On entend beaucoup que, en tout cas, c'est ce que
c'est ce que disent ceux qui discutent avec Emmanuel Macron, que finalement la loi qui va nous être présentée sur le pouvoir d'achat, ce sera la dernière loi généreuse du quinquennat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va arriver dans un quinquennat où il va falloir faire très attention aux comptes publics. Donc ça va être vraiment le pivot, enfin la discussion, le pivot Bercy, la discussion entre les deux hommes et leur présentation médiatique des choses doit être à l'unisson. Donc il va falloir qu'ils travaillent vraiment ensemble. Mais effectivement, ça rajoute du poids politique à Bercy, en sachant que le maire, ça a été dit, il est numéro 2. C'est le grand vainqueur du remaniement, je pense. Christophe Barbier, là-dessus, sur le duo, ça va fonctionner entre les deux. On voit une photo derrière vous où ils se prennent en selfie, les deux. Sachant que Gabriel Attal, c'est Macron, c'est un bébé Macron aussi. Donc il y a aussi cette surveillance de l'Élysée sur Bercy. Oui. Après la pandémie, Bruno Le Maire m'avait dit qu'à travers l'épreuve de la pandémie, mais aussi celle des Gilets jaunes, il s'était rendu compte qu'en France, il n'y a que 2 administrations qui tenaient vraiment la route. L'armée et les finances à Bercy. Bon, il est à la tête d'une des deux. Alors, on va écouter maintenant, regarder plutôt un des collaborateurs de Ouest France, qui est dessinateur, qui s'appelle Chaunu, c'est traditionnel dans cette émission, qui a une question à poser sous forme de dessin. En fait, les problèmes commencent déjà. Bonjour. Emmanuel Macron a ramené dans ses filets, à gauche, l'historien Pape Ndiaye, et à droite, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad. Mais de gros nuages noirs s'amoncellent au-dessus du gouvernement et Elisabeth Borne ne connaîtra pas l'état de grâce. D'un côté, on accuse le nouveau ministre de l'Éducation nationale d'être le promoteur des thèses wokistes. Il a déclaré qu'il existe dans la police nationale un racisme systémique. De l'autre, on accuse le ministre des Solidarités et du Handicap, Damien Abad, de viol, alors que la justice a classé sans suite les plaintes. Alors la question que je pose, n'assistons-nous pas à une américanisation de la vie politique française? Et est-ce une bonne chose, Stéphane Vernet? Question corollaire. Alors l'américanisation de la vie politique française, moi je ne crois pas que ce soit une bonne chose, mais effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui s'accumulent. Juste moi j'ai une question sur le fait que la première mesure, le premier projet de loi qui sera discuté en fait, qui est en cours d'élaboration, portera sur le pouvoir d'achat. Est-ce que dans les problèmes qui s'accumulent, est-ce qu'on va réussir à un moment à sortir de la dichotomie ou de l'opposition entre fin de mois et fin du monde? Christophe Barbier. La fin de mois l'emporte sur la fin du monde. En ce moment. Oui, depuis la pandémie et la guerre en Russie. C'est-à-dire que les problèmes d'urgence sont devenus tellement graves. Mais ils sont prix liés. du carburant, le prix alimentaire. Mais ils sont liés. Ils sont liés, bien entendu. La crise du blé provient de la guerre. Si on ne veut pas que l'opinion explose comme un volcan et que ça se termine dans la rue, il faut d'abord répondre aux besoins d'urgence. Les besoins d'urgence, c'est faire le plein de la voiture quand on doit faire 20 km pour travailler tous les jours et se nourrir. Voilà. Et donc c'est d'abord à cela qu'il faut répondre. D'où cette loi pouvoir d'achat. Ça n'empêche pas de penser le long terme et de se dire, pour ne plus être dépendant du gaz russe, on va construire du nucléaire. Tiens, ça tombe bien, ça nous permettra aussi de moins polluer. On peut articuler les deux. Mais si la réponse d'urgence n'est pas donnée vite, et si elle n'est pas satisfaisante, à l'automne, tout va se bloquer. Vous aurez la France dans la rue, le gouvernement ne pourra plus rien faire, ni du conjoncturel, ni du structurel. Donc le pompier d'abord, l'architecte ensuite. C'est vrai que sur la question du long terme, c'est d'autant plus important pour Emmanuel Macron que c'est son dernier quinquennat. Donc la question aujourd'hui, c'est quelle place va-t-il laisser dans l'histoire? Et en direction des jeunes générations, évidemment, il a besoin de répondre à la crise climatique. Il est très attendu là-dessus. Et donc, il va falloir trouver des réponses très vite. Donc, on voit bien, il a mis un tandem, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, chargé justement de ces questions-là. Non pas alors, elles ne sont pas connues pour être spécialement écolo, mais en revanche pour l'efficacité, pour délivrer, selon un terme qu'on emploie souvent en macronie, c'est-à-dire donner des résultats très vite. Donc, effectivement, pouvoir d'achat, et ensuite, il va falloir montrer qu'on aide, par exemple, dans les territoires, les gros rouleurs, puisque ça va être une des premières cibles du gouvernement. Comment on aide les gros rouleurs à se déplacer tout en allant vers une transition vers l'écologique et donc vers la voiture électrique. Vous disiez le choix d'un tandem, donc 2 personnes qui sont connues pour être très efficaces, mais peu connues du grand public. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça la volonté pour Emmanuel Macron de continuer à incarner seul cette thématique de la transition écologique, de Make Our Planet Great Again? Est-ce qu'il n'y a pas un calcul aussi par rapport à ça, en termes de com? C'est lui devant les Français et c'est lui devant l'histoire. Donc on connaît la propension d'Emmanuel Macron à aimer justement ce face-à-face. Donc il y a le face-à-face avec les Français qu'on a vu lors du grand débat, etc. Et là, il y a le face-à-face avec l'histoire sur cette question-là. Mais effectivement, tout ça... Alors,
il n'y a pas l'administration, il n'y a pas d'administration à l'Élysée. Donc, en termes d'efficacité, ce sera du côté du gouvernement. Mais en revanche, évidemment, il va piloter ça de façon très serrée. Et ces deux personnalités ont été choisies parce qu'elles s'entendent très bien avec Elisabeth Borne, mais c'est aussi des personnalités qui sont repérées depuis le quinquennat précédent par l'Élysée, à tel point d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a demandé à Agnès Pannier-Runacher de ne pas être candidate aux législatives parce qu'elle était dans une circonscription difficile, qui pensait qu'elle risquait de ne pas être élue. Et donc, vous savez, quand on n'est pas élu, on doit quitter le gouvernement le 19 juin. Ça montre aussi les limites du et en même temps. C'est-à-dire, autant il a pu faire des prises de guerre à gauche et à droite, autant sur les écolos, personne n'est venu. Yannick Jadot aurait très bien pu dire, voilà, la transition écologique, je vais la faire. J'ai des différends avec Emmanuel Macron, mais je vais faire des choses. Non, il a préféré rester dans l'opposition. Il y a un problème sur les personnalités non connues de ce gouvernement. Il y en a trop. Ah non, il n'y en a pas trop. Non, il y a beaucoup de personnalités reconduites. Et donc, le grand changement, nouveau peuple, nouveau président, nouvelle méthode, il aurait pu s'incarner plus fortement. Alors, on verra après les législatives. Il y aura un autre train de nomination. Mais là, sur les postes les principaux du pays, ce sont les anciens qui commandent, ce ne sont pas les nouveaux. Sur les législatives, puisqu'on en parle, vous craignez des surprises? Est-ce qu'il peut se passer des choses? Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Non, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, j'y crois pas parce que l'arithmétique du scrutin est beaucoup trop violente dans des législatives. Il va y avoir une grosse abstention, 53% la dernière fois, ça peut monter encore. Donc il faut être dans les deux premiers pour être qualifié. Les triangulaires, il n'y en aura pas, il y en a eu une seule la dernière fois. Donc si au deuxième tour, vous avez Macron contre Mélenchon dans des circonscriptions, l'électorat de droite et d'extrême droite éliminé, il fera barrage. Il fera barrage au candidat Mélenchon. Donc il y aura un premier tour peut-être triomphal pour la NUP et un deuxième tour beaucoup plus difficile. Ils vont faciliter finalement la majorité, la possibilité de la majorité de se retrouver. Après, ça fera quand même une opposition extrêmement compliquée à l'Assemblée, parce que vous aurez beaucoup d'élus de gauche, et notamment de gauche radicale mélenchoniste, sans doute beaucoup plus d'élus d'extrême droite qu'il y en a jusqu'à maintenant, et donc il y aura une tenaille autour du groupe majoritaire. Les débats vont être très 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 virulents. Groupe majoritaire qui va vite se diviser en écurie présidentielle. Merci beaucoup Stéphane Vernet. À très vite, jeudi prochain. Merci. Tout de suite, Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, est sur ce plateau dans un instant. Bonjour, Denis Caro, vous êtes directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, était notre invité le 20 janvier dernier, ici même sur ce plateau. Il affirmait que le pic inflationniste en France allait s'estomper au milieu de l'année 2022. On l'écoute. Ce pic inflationniste a, selon Christine Lagarde, vocation à s'estomper au milieu de l'année 2022 pour revenir dans des taux d'inflation beaucoup plus normaux et beaucoup plus classiques. Alors, on ne peut pas dire qu'Olivier Dussopt, dans cette déclaration, ait été particulièrement visionnaire. Alors, on le précise, ses propos ont été tenus un mois avant le début de l'offensive russe en Ukraine. L'inflation, c'est la difficulté majeure et le pouvoir d'achat, c'est le principal sujet du gouvernement. Quelle réponse concrète doit-il apporter et surtout, comment peut-il montrer que c'est sa priorité ? Alors, je pense qu'il faut aller très vite. Et d'ailleurs, les premiers signaux qui ont été envoyés cette semaine sont assez étonnants. C'est-à-dire qu'on apprend que la loi ne sera pas présentée, alors pour des raisons techniques, parce qu'elle doit être présentée en commission des finances en même temps. Mais c'est un vrai problème, notamment dans la perspective des législatives. Voilà, parce qu'il y a une très grosse attente, effectivement. Il suffit de regarder les journaux télévisés tous les jours. C'est le sujet qui revient, le prix des fruits et légumes, le panier de la ménagère, comment boucler la fin de mois, les Français qui utilisent de plus en plus le crédit à la consommation, moins d'argent sur le livret A. Donc, tous les signaux sont là pour montrer que les Français sont très inquiets. Donc, effectivement, il faut des réponses sur ces questions-là. Donc, on est en suspens, là. Il y a eu, à un moment, le gouvernement avait hésité, d'ailleurs, à convoquer l'Assemblée nationale bien avant pour dire qu'il faut aller très vite sur avec cette majorité actuelle, avec la configuration actuelle de l'Assemblée, il faut aller très vite. Bon, ils ont décidé de ne pas le faire. Donc, là, effectivement, c'est remis après les législatives avec un gros point d'interrogation. Donc, il va y avoir une présentation, on appelle ça en partie C du Conseil des ministres. Donc, on va avoir les grandes orientations, mais on les a déjà, chèque alimentation, la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, etc. Mais je pense qu'il faut encore autre chose, c'est-à-dire qu'on a besoin de mesures beaucoup plus ciblées, beaucoup mieux ciblées, pour qu'on ne soit pas dans un arrosage comme on a pu l'être avec, par exemple, un saupoudrage, ou alors comme on a pu l'être en baissant, par exemple, de 18 centimes le litre à la pompe, en sachant que tout le monde en a bénéficié, alors qu'il fallait et que cette mesure s'arrête et va sûrement, du coup, devoir être prolongée. Voilà, exactement. Avec Denis Caro et Christophe Barbier, près de 68% des Français mécontents de ce gouvernement, quand même. Oui, c'est un très mauvais démarrage. C'est un
très mauvais démarrage. Il est normal qu'il n'y ait pas d'état de grâce. Un président réélu, que dis-je, réélu, reconduit après une campagne un peu frustrante, ça ne pouvait pas donner un élan d'enthousiasme dans ce pays. Mais à ce point-là, il n'y a pas d'effet borne, malgré le fait que c'est une femme, qu'elle a des qualités. Non, les Français n'ont pas été enthousiasme porté. Il n'y a absolument aucun effet du remaniement. Et puis, le président de la République, à force de vouloir gagner du temps sur les campagnes électorales, il crée des trous d'air aussi dans ce démarrage. Donc, ce qui va vraiment lancer la relation entre cet exécutif et l'opinion, ça sera les premières décisions, ça sera le pouvoir d'achat, la solidité. Or, on voit bien évidemment que tout le saupoudrage, toutes les mesures conjoncturelles d'urgence, ça suffit pas. Donc, le vrai débat, c'est celui qu'a lancé Bruno Le Maire en disant au patron, augmentez les salaires. Allez-y, augmentez les salaires. Mais là, il faudra du temps pour qu'il y ait du répondant, et c'est là que le gouvernement joue beaucoup. Entre ce timing un peu curieux qui a consisté à prendre beaucoup de temps avant de désigner Elisabeth Borne et le gouvernement, cette composition du gouvernement où effectivement la moitié était déjà présente, est-ce que Emmanuel Macron ne s'est pas planté ? En fait, il s'est planté facialement. C'est-à-dire, vous le rappeliez à l'instant, les Français ne sont pas heureux de ce gouvernement. Ils ne comprennent pas quelle est la nouveauté, où est le nouveau président. Il ne fait pas rêver. Après, c'est un gouvernement de peur. C'est un gouvernement qui a été construit à l'envers, c'est-à-dire on fait venir, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué en raison de l'affaire Abad, mais on fait venir le président du groupe LR, on fait venir un historien à l'éducation nationale, Monsieur Pape Ndiaye, en disant on envoie un signal aux profs, aux syndicats de profs, à la gauche, est-ce qu'ils auront moins voté pour la NUP ? Donc on voit que la difficulté, c'est de réussir à avoir une majorité large, mais surtout une majorité, on en parlait tout à l'heure, il faut une majorité sans Édouard Philippe. Parce que si c'est Édouard Philippe, si c'est le groupe, même s'ils sont que 30, qui permet d'obtenir la majorité, ça veut dire qu'Emmanuel Macron sera finalement dépendant, et notamment pour la question de la réforme des retraites, d'Édouard Philippe. Donc il a créé les conditions d'une sécurité sur les législatives, et cette sécurité sur les législatives fait qu'on n'a pas de flamboyance politique. On s'attendait à mieux, c'est vrai, de la part d'Emmanuel Macron. D'habitude, il prend son risque, là c'est plutôt de la sécurité. Alors il y a un double risque pour les législatifs, à la fois le scrutin et les résultats du scrutin lui-même, et puis la composition de la majorité. Bien sûr. Un président qui ne peut pas se représenter, c'est un président qui perd très vite toute autorité. François Mitterrand en 88, réélection triomphale, et derrière, le PS refuse... Le canard boiteux, non ? Exactement, le lame duck américain. Très vite. Et à l'époque, ça donne le congrès de Rennes et l'explosion complète de la gauche, et Mitterrand ne contrôle plus rien. Il va arriver cela à Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut pas se représenter. Peut-être pas tout de suite. Même s'il est jeune, Christophe Barbier, oui, mais... le plus jeune président de la Ve République, tout ça va lui échapper un peu. On pourra se dire, un jour, il reviendra, Macron. Bien sûr, ses propres amis vont lui dire, écoute, président, formidable, bravo, occupe-toi de Poutine et de sauver la planète, laisse-nous gérer le pays, parce que la prochaine fois, c'est nous qui allons devoir éviter les extrêmes, c'est pas toi. Et il y aura cette compétition. Alors évidemment, on voit Édouard Philippe, évidemment, pour se pointer comme dauphin. Il y en aura très très vite d'autres quand même, parce que les autres écuries vont pas vouloir lui laisser le champ libre. Voilà, c'est Soazic Kemener, rédactrice en chef au service politique de Marianne, et Christophe Barbier, éditorialiste politique, qui sont nos invités ce matin. Notre partenaire du groupe Centre France La Montagne, aujourd'hui Christophe Darne de l'Éveil de la Haute-Loire. Il en est le rédacteur en chef, a une question à nous poser depuis le Puy-en-Velay. On l'écoute. Christophe Barbier, bonjour. Les candidats aux prochaines élections législatives sont 20% moins nombreux qu'en 2017. Dans le même temps, plusieurs ministres sortants ont annoncé leur volonté de quitter la vie politique, comme Jean-Baptiste Djebbari ou Adrien Taquet. D'autres personnalités ont décliné un poste au sein du nouveau gouvernement. Alors selon vous, est-ce que la politique souffre aujourd'hui d'un manque d'attractivité et pourquoi ? C'est tellement violent de s'engager en politique. Vous devez faire la transparence sur tout ce que vous possédez, la moindre mobilette, le moindre véhicule, le moindre appartement. Y compris votre vie sexuelle. Votre vie sexuelle, la transparence parfaite. Dire aussi qui sont vos amis, parce que les conflits d'intérêts, ça peut jouer. Est-ce que votre beau-frère, votre cousin, votre enfant, votre grand-père a des postes dans... Et c'est quand même terrible ce qu'on demande. Alors, au nom de la probité publique, donc c'est légitime. Mais pour maintenant s'engager en politique, soit il faut avoir 70 ans, avoir fait sa carrière et se dire tiens, ça va me faire un bâton de maréchal, soit il faut vraiment avoir la vocation chevillée au corps. Et puis, dans le phénomène que nous traversons actuellement, il y a aussi l'épuisement des familles politiques classiques, PS et LR, qui font qu'il y a toute une série de motivations idéologiques qui ont disparu. Notons qu'il y a moins aussi de candidats aux législatives, parce que la gauche s'est rassemblée, donc il y a moins de dispersion, et puis la majorité s'est élargie aussi, elle digère beaucoup d'anciens socialistes ou d'anciens LR, et donc là aussi, ça a épongé les candidats.
candidats. Il y en a quand même 6200 et quelques des candidats pour 500 places, 577 places. Ça va, il y a de quoi faire. Alors il y a des signes inquiétants. La participation aux élections baisse. Il y a de moins en moins de militants. On le voit là, il y a de moins en moins de candidats. Est-ce que c'est pas tout simplement que notre système démocratique est malade? Soisy Kemener. Ça, c'est sûr que c'est l'événement politique, c'est le point politique de ce quinquennat, c'est-à-dire la participation en baisse à chaque élection intermédiaire avant, par rapport à ce qui s'était passé auparavant. Alors là, on part quand même de très bas. C'est-à-dire que pour les législatives de 2017, au premier tour, on était à 52,4% d'abstention, je crois, si ma mémoire est bonne, et en tout cas plus de 57% au second tour. Ce qui était hallucinant. Quand vous regardez, par exemple, la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, au premier tour en 2017, 8400 voix pour Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, il a été élu, ensuite second tour. La question de la légitimité ne se pose pas. Mais en revanche, c'est vrai que ça montre une désaffection et ça peut produire d'ailleurs des mouvements très forts. C'est-à-dire que vous avez un dissident qui est très bien implanté, et bien ça déplace 200 voix. Et 200 voix, ça change beaucoup dans une élection avec un si petit nombre d'électeurs. Alors effectivement, il y a toujours cette sensation d'inachevé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron devait moraliser la vie politique, ce qu'il a essayé de faire avec les lois du début du quinquennat, mais aussi réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Il l'a dit à plusieurs reprises, il n'a pas réussi à le faire. Alors il y a plusieurs jeunes ministres prometteurs qui ont décidé de quitter la vie politique. Qu'est-ce que ça dit, Christophe Barbier? Ça dit qu'une carrière maintenant, c'est pas forcément 50 ans à s'accrocher au moindre mandat. Et ces jeunes talents, ils peuvent avoir commencé en politique parce qu'ils ont milité étudiants et puis il y a eu l'aventure Macron, puis aller dans le privé maintenant, aller dans des ONG et revenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et je pense que ça encore va une fois à l'américaine. On rentre dans l'administration et on en sort, on peut aller dans le privé, on peut revenir. Exactement, avec cette différence qu'en Amérique, quand on est battu dans des élections importantes, normalement après on s'arrête. En France, quand on est battu, on n'est pas mort. Ça va permettre aussi de faire tourner et d'appeler plus de gens aux responsabilités et notamment plus de femmes. La parité n'est pas atteinte dans les candidatures législatives. Certains partis font même de très mauvais scores dans l'investiture. Et donc ça, il faut vraiment le corriger et peut-être que faire circuler les élites, c'est bon pour la parité. Un grand professionnel, puisque vous me fournissez une transition formidable, on va parler dans un instant d'Elisabeth Borne, les femmes en politique. Merci Denis Caro, vous êtes le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Dans un instant, Armelle Le Goff qui dirige la rédaction de 20 minutes est sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff. Bonjour. Christophe Barbier vient de parler des femmes en politique. Elisabeth Borne, la Première ministre, était notre invitée il y a quelques semaines, le 10 février dernier, notamment sur ce plateau. Elle disait son optimisme vis-à-vis du problème que ressentent le plus les Français, l'emploi des jeunes. On l'écoute. Moi, je suis très optimiste sur les possibilités pour les jeunes en général, pour les jeunes cadres en particulier, de trouver un emploi et donc qui sont aussi dans une bonne situation pour négocier leur salaire. Alors justement, est-ce que le défi du prochain quinquennat, ce ne serait pas les salaires et l'attractivité des emplois, puisqu'on voit que dans certains secteurs, on peine à recruter? Ah oui, faut payer mieux. Faut payer mieux parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est mécanique et c'est urgent. Ça n'empêche pas à côté de regarder de manière un peu sourcilleuse ceux qui jouent du système pour peut-être ne pas reprendre un emploi alors qu'ils pourraient le faire. On peut se serrer la vis comme ça a été fait sur l'assurance chômage, mais il faut d'abord augmenter les salaires. Tout travail mérite salaire en fonction de la pénibilité, de la nécessité, et il faut vraiment rendre cela attractif. Par ailleurs, il faut réfléchir aussi à une nouvelle politique d'immigration. On gère très mal l'immigration dans le pays, ça crée des tas de problèmes. Il y a sans doute une partie de l'immigration qui n'est pas bien gérée à l'arrivée, mais il y a aussi parfois une immigration qu'on devrait susciter parce que c'est bon pour notre économie et ça sera bon pour les pays d'émigration parce qu'ils récupéreront après des gens qui auront été formés. On aurait dû recréer un ministère de l'immigration pour réfléchir justement à une immigration dédiée à certains secteurs d'emploi. Je pense que c'est au ministère de l'économie de regarder avec les secteurs comment avoir une politique bien gérée, saine et gagnant-gagnante de l'immigration saisonnière ou provisoire avec des étudiants qui viennent quelques années se former et qui après retournent dans leur pays faire profiter de leur expérience. Avec Armelle Le Goff, un casting gouvernemental. Les bons ministres aux bonnes places. Oui, exactement. Et autre grande cause du quinquennat, voulue et revendiquée par Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il est mal embarqué sur cette question avec son casting gouvernemental? Alors,
Au début, non. C'est-à-dire que vous avez une femme première ministre, c'est la deuxième fois que ça arrive sous la République. Vous avez 2 femmes, Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin, qui sont chargées, on en a parlé tout à l'heure, de la transition écologique. Vous avez Yael une porte-parole. Braun-Pivet aussi aux Outre-mer. Voilà, et vous avez une femme aussi qui est porte-parole. Donc ça veut dire que toutes les semaines, et dans les médias, la parole venue du Conseil des ministres viendra d'une femme, Olivia Grégoire. Tout ça a été installé et patatras arrive l'affaire Damien Abad avec toujours ces questions sur qui savait quoi à quel moment. Et ça, on voit bien d'ailleurs dans l'énervement de la réponse d'Elisabeth Borne, qui est une réponse très nette, très directe, dès dimanche matin. Vous la croyez sincère d'ailleurs? Elle ne savait pas. Ouais. Alors, c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. En revanche, ce qu'on sait de ce que dit Mediapart, c'est que Matignon a été appelé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre appeler quelqu'un à Matignon et que l'information arrive et soit signalée comme intéressante, importante, et remonter au Premier ministre. Qu'elle remonte au Premier ministre, on est en période de remaniement avec un Premier ministre qui vient de s'installer. Donc là, il y a quand même un gros point d'interrogation. Après, on peut dire que le système d'alerte ne fonctionne pas. Après, on peut aussi dire que l'association qui a fait remonter le signalement, qui se présente comme un observatoire, mais c'est une association qui a été créée par des militantes de la cause féministe, dont Alice Coffin, qu'on connaît bien. Et donc, est-ce que cet observatoire a été repéré? C'est-à-dire que j'imagine que cet observatoire, s'il appelle dans un ministère dans un an, tout le monde va répondre tout de suite au téléphone. Mais il a été créé en février. Visiblement, en tout cas, ils envoient des mails dans des boîtes mails que personne ne consulte, puisque... Oui, mais alors après, il faudrait une enquête de police que je n'ai pas fait pour savoir qui a reçu le mail, qui a ouvert le mail, mais on peut entendre qu'il y ait énormément de mails qui soient reçus. Après, on peut aussi se poser la question, il y avait des alertes qui venaient de chez LR, il y a des ministres LR que n'ont pas été... Des alertes ou des boules puantes? Il y a les deux... Toujours les deux. C'est la figure du traître, Damien Abad. Il était président du groupe LR à l'Assemblée et il va au gouvernement. Donc il explique au début de la semaine qu'il va mettre du temps à se décider et qu'il se décidera le vendredi, alors qu'on sait que c'est le jour de la constitution du gouvernement. Donc évidemment, ça suscite des inimitiés et ça ramène les vieux dossiers à la surface. Christophe Barbier, il n'a même pas besoin d'être critiqué par son camp, Damien Abad. Il est déjà dans les problèmes. Ah oui, bien sûr, il est déjà dans les problèmes. Après, on voit bien que la règle ancienne, un ministre démissionne quand il est mis en examen, elle est plus valable. Il y a des ministres mis en examen qui restent, comme Éric Dupond-Moretti. Il y a des ministres à qui on n'avait rien à reprocher de judiciaire qui ont craqué, François de Rugy. Donc c'est un comportement personnel. Est-ce que je suis en capacité d'exercer ma fonction? Et puis c'est surtout une question de résistance politique. Est-ce qu'on me défend? Est-ce que je peux organiser ma défense politique? Et là, on voit bien que Damien Abad, de ce côté-là, est remonté. Il se défend. Mais il est très seul. Oui, il est très seul. Armelle Le Goff. Est-ce qu'il peut y avoir un bras de fer sur le sujet entre la Première ministre, qui semblait quand même très contrariée par cette histoire ce week-end, et le président de la République, qui, lui, visiblement, considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de fait judiciaire, il n'y a pas de raison de faire sortir un ministre. C'est la ligne du président qui l'emporte pour l'instant, mais comme l'a dit Elisabeth Borne, s'il y a des éléments nouveaux, des faits nouveaux, on regardera de plus près. Justement, c'est une question de caractère. Est-ce qu'elle est capable de résister à Emmanuel Macron, la Première ministre Soisic Kemener? Alors, j'ai aucune question sur sa capacité nerveuse à résister, parce que c'est ça, être Matignon. Alors, capacité politique. Après, la question, c'est la différenciation politique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que Jean Castex, c'était quelqu'un qui avait du caractère, qui savait se défendre et qui en même temps était totalement aligné avec l'Élysée. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec Elisabeth Borne, ce qui n'amoindrit pas ses qualités, mais qui dit juste la réalité d'une situation politique. Cyril Boutier, qui est le directeur éditorial de France Antilles, a une question à nous poser depuis Fort-de-France. À propos, on en parlait il y a un instant, de cette nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet. On l'écoute depuis Fort-de-France. Bonjour. La nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, a déclaré dans nos colonnes qu'elle avait les capacités pour renouer les fils du dialogue avec les ultramarins. Selon vous, quelle est sa marge de manœuvre pour y parvenir ? Allez, on commence par vous, Soisic. Ça, c'est une très très bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rapport entre Emmanuel Macron et l'Outre-mer est aujourd'hui, rapport électoral en tout cas, catastrophique quand on regarde... On rappelle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. Et puis Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Voilà. Alors, il y a un contexte particulier, on le sait, celui de la vaccination, des soignants. N'empêche, c'est une catastrophe pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'au début du quinquennat précédent, il volait au secours des Antilles après les événements climatiques. Il a beaucoup misé
sur sa relation avec l'outre-mer. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de brisé. Donc effectivement, le travail d'abord, ça va être de raccommoder. Et c'est un énorme travail. Yaël Braun-Pivet, c'est la bonne personne à ce poste. Elle était quand même présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle s'est fait remarquer sur les questions de fin de vie, d'ailleurs. Oui, et puis beaucoup de caractère, parce que plusieurs fois on a voulu la convaincre de laisser son poste. Et je pense qu'elle a deux qualités pour rabibocher Emmanuel Macron avec cette France de l'outre-mer. D'abord, il faut une avocate pour Emmanuel Macron, elle a cette formation-là. Et puis, il faut un peu de psychologie, il faut un peu de doigté. On ne commande pas avec des tableaux de chiffres et puis des relations technocratiques. Et là, je pense qu'elle a une capacité d'écoute, d'empathie, qui pourra être précieuse. Rappelez-vous, comme ça avait été utile pour, à l'époque, Jacques Chirac, d'avoir François Baroin comme ministre de l'Outre-mer, qui avait développé aussi cette capacité d'empathie. C'est d'abord être à l'écoute et comprendre les blessures profondes qui sont celles de l'Outre-mer, notamment sur la vaccination, où il y a un malentendu terrible. Dernière question. Est-ce qu'elle incarne suffisamment, par exemple, ne pas avoir gardé quelqu'un comme Marlène Schiappa? Est-ce que c'est pas une erreur, une personnalité qui va vraiment au front, au charbon, qui soutient le président, sa politique à tout crin? En tout cas, il faudra des femmes de caractère comme Marlène Schiappa dans cette nouvelle équipe. Les caractères peuvent surgir. Olivia Grégoire, par exemple, la porte-parole, ne s'en laissera pas compter ni à l'Assemblée ni dans les ministères. Et je pense qu'on pourra voir surgir des figures vraiment politiques dans la partie féminine de la distribution gouvernementale. Ouais. Merci. Armelle Le Goff, vous êtes directrice de la rédaction de 20 minutes, partenaire de cette émission. Nous allons maintenant écouter Sébastien Lecornu, le nouveau ministre des armées. Je crois qu'on l'appelle au jeu. C'est même pas la défense nationale, c'est les armées, l'appellation. Oui, on a gardé cette appellation-là. Je crois en temps de guerre, on appelle le ministre des Armées, c'est ça? J'ai plutôt l'impression que c'est parce que le chef réel de la défense, il est à l'Élysée, que là, on fait l'intendance. Voilà, en tout cas, il était notre invité en tant que ministre des Outre-mer, donc le 21 janvier dernier, et il nous donnait, et il nous disait sa définition du bon portefeuille ministériel. On l'écoute. Le ministère idéal, c'est le ministère dans lequel vous êtes utile avec une mission. Vous pouvez être ministre de quelque chose de prestigieux, s'il n'y a rien à y faire. Quand on a 35 ans, c'est un mouroir. Alors, quand on a 35 ans, je vous vois sourire, Sosie Kemener. L'expression est incroyable. Cet exercice est toujours intéressant de réécouter les ministres. Bon, après, c'est un ministère très prestigieux. Il va avoir comme principal travail de garder les budgets. Lui, c'est discussion permanente avec Gabriel Attal, matin, midi et soir, puisque c'est ça, c'est la grande réussite de ce quinquennat, en tout cas du point de vue des armées, c'est d'avoir réussi à réenclencher un mouvement, on réinvestit dans l'armée. Alors, pas pour des bonnes raisons, hélas, vu le contexte international, mais donc il faut qu'il arrive à défendre ça. Donc lui, il va être plutôt dans la défense de ce qui a été fait. Après, c'est clairement des récompenses pour service rendu. Il est devenu indispensable il est devenu l'un des maillons centraux du dispositif politique d'Emmanuel Macron, notamment dans les relations avec les élus, puisqu'il est toujours président du conseil départemental de l'Eure. Alors, politiquement, on le classe où? Alors, évidemment macroniste, mais il était proche de Bruno Le Maire, d'ailleurs dans la géographie territoriale, en Normandie, mais en même temps, il est proche d'Édouard Philippe. Oui, ça va être une passerelle aussi sur cette droite de la Macronie pour faire en sorte que ça se passe bien, que ça ne tourne pas vite à la cohabitation et puis que la compétition de 2027 ne vienne pas trop parasiter cela. Dans sa proximité avec le chef de l'État sur les sujets militaires, il va devoir assurer la mutation de l'armée française. Depuis qu'elle est professionnelle, elle se concentrait surtout sur la projection de force en Afghanistan, au Liban, au Mali, etc. On voit qu'avec le problème russe, on revient à l'idée qu'il faut aussi une armée plus continentale, plus classique. Ça va être un enjeu budgétaire, mais aussi un enjeu intellectuel. Alors on va écouter maintenant Olivier Dussopt, qui était également notre invité. C'est le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il était sur ce plateau en début d'année. À l'époque, ministre des Comptes publics, il nous disait ceci. Écoutons-le. Je crois que ce qui resserre les liens entre les élus et un gouvernement sont les paroles tenues. Voilà, ce sont les paroles tenues. Alors, les paroles tenues, c'est quoi? Un mode de gouvernement, Sosie Kemener? Ça devrait l'être, en tout cas. Oui, alors la difficulté, c'est quelle parole? On voit bien, Emmanuel Macron a toujours dit j'ai fait des promesses en français en 2017. Justement, les Français n'aiment plus leur politique parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, donc je vais tenir mes promesses. La difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que son quinquennat a été frappé par les crises qu'il avait suscitées, type gilet, ou pas en tout cas su anticiper, type gilet jaune, puis aussi des crises qu'il pouvait juste subir, c'est-à-dire la pandémie et la guerre en Ukraine. Donc là, Emmanuel Macron a fait quand même assez peu de promesses pendant cette campagne. Donc toute la question, c'est quelle vision
quel espoir donner aux Français qu'on n'a pas donné de promesses pendant la campagne présidentielle. Ils se retrouvent dans une situation un peu il est au milieu d'un désert aride, Emmanuel Macron. Donc il va falloir nourrir ça intellectuellement pour projeter justement les Français vers 2027, vers 2030, vers 2050. Il y a quelques engagements forts quand même dans ce désert, il y a quelques oasis. Il y a la transition écologique énergétique, donc le casting est là, maintenant il faut le faire. Il y a le changement des institutions avec une sorte de commission transpartisane. Et puis il nous a promis une nouvelle méthode avec une nouvelle forme de dialogue. Dialogue avec les élus locaux, quelle carence dans son premier quinquennat, donc une nouvelle décentralisation et les corps intermédiaires, donc les partenaires sociaux. Donc ça, Elisabeth Borne peut le faire, les partenaires sociaux, mais avec les élus locaux, qui va le faire? Qui va engager cette nouvelle décentralisation française qui va faire à la fois la nouvelle efficacité de l'État et la nouvelle liberté des territoires? Merci Christophe Barbier, éditorialiste politique, et Soisic Kemener, j'allais dire des ministres, vous avez bientôt, ça va arriver. C'est pas prévu. Rédactrice en chef du service politique de Marianne, d'avoir été nos invités ce matin. À jeudi prochain, Jean-Pierre Raffarin sera notre invité.